Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de Story First. Story First, c'est le podcast où je te partage l'évolution de mon entreprise de production de vidéos chaque semaine. Je suis en quête de devenir un cinématographeur et de développer mon entreprise de production vidéo. Je m'appelle Clément, j'ai 22 ans et ça fait 4 ans que j'ai lancé ma boîte dans la production vidéo. Je travaille beaucoup dans le sport outdoor comme le trail, le ski, le vélo et dans la moto aussi. J'ai bossé pour des marques comme The North Face, KTM, Ducati et également sur des événements comme le Dakar ou la Maxi Race. Voilà. Le concept de Story First, c'est que j'enregistre un podcast chaque semaine pour te parler de mon évolution et également de un sujet ou de plusieurs sujets choisis. Voilà. Aujourd'hui, il y en a 3 que j'aimerais aborder. Et l'idée avec ce podcast, il y a 3 règles. C'est qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de réécoute et il n'y a pas de montage. Donc il y a moyen que je dise des dingueries et ce ne sera pas coupé. Voilà. La structure de ce podcast, pour commencer, donc ça va être un petit moment actu. La semaine dernière, je t'ai donné mes objectifs de la semaine d'avant et de cette semaine que je viens de vivre. Donc on va faire un point sur tout ça. C'était assez ambitieux cette semaine sur les objectifs que je m'étais fixés, mais je me suis mis dans une routine qui me permettait de les suivre, notamment avec des réveils à 4h30. Donc on va faire le point là-dessus. Est-ce que ça a fait et c'est quoi un peu le programme de la semaine prochaine. Ensuite, deuxième partie des épisodes, c'est donc le sujet du jour. Là, j'ai quelques sujets. Voilà, j'en ai noté plusieurs parce que je sais pas. L'idée, c'est de faire 1 heure de podcast parce que moi, c'est ce que j'aime consommer. Voilà. Et donc, les quelques idées que j'ai notées, peut-être que j'en aborderai certains dans d'autres podcasts, enfin dans un futur épisode, si aujourd'hui je n'ai pas le temps de le traiter. Donc, un premier sujet, c'est agence ou boîte de prod vs freelance. J'ai un peu fait évoluer ma vision là-dessus. Avant, je m'imaginais moins travailler seul. Je me considère pas trop comme un freelance, mais comme un solopreneur à la limite plutôt. Et j'arrivais pas à me projeter plus en mode ce serait quoi les intérêts d'être en boîte de prod parce que je kiffe bien ma liberté en étant tout seul. Et là, cette semaine, j'ai eu un petit déclic sur quand même, il y a un axe qui pourrait être intéressant. Et j'aimerais bien l'aborder avec toi, peut-être que ça peut te parler. Un deuxième sujet, c'est le skimo lifestyle. Alors ça c'est une théorie un peu fumeuse que j'ai inventée et sur laquelle j'aime bien baser par contre dans certains principes de ma vie, notamment avec l'évolution de la société et comment avoir un mode de vie un peu plus sain, mais qui s'adapte en fait à chaque pilier de ta vie. Voilà. Et ensuite, des petits sujets, j'avais abordé vite fait la spiritualité. Voilà, genre juste pas un accent en particulier, mais qu'est-ce que ça représente. Et enfin, j'avais un truc, c'est tu t'élèves, enfin non, tu te définis par tes standards les plus bas. Donc ça, c'était le dernier truc. Donc voilà, on aura peut-être le temps d'aborder tout ça. On verra, ça dépend comment je suis inspiré sur les premiers sujets. Et enfin, une dernière partie où c'est des questions-réponses, mais comme je viens de lancer ce podcast, pour l'instant, il n'y en a pas. Et si jamais tu as écouté cet épisode et que ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast où tu l'écoutes. Et si tu veux que je réponde à tes questions, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram à @clément-armand ou laisser un commentaire sous cette vidéo YouTube. Parce que normalement, si j'ai fait ça bien, ça sort aussi sur YouTube. Alors, ce podcast aussi, pour te dire, donc pour l'instant, comme je te dis, il n'y a pas grand monde qui écoute parce que c'est aussi un but personnel, c'est que j'ai du mal à parler de moi et j'avais envie de prendre la parole sur Internet pour le faire et pour progresser sur cet aspect-là. Pour l'instant, il y a vraiment plus un but thérapeutique, j'ai envie de dire, pour progresser et commencer à avoir du contenu sur Internet et oser prendre la parole. Et donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Donc petit point, la semaine dernière, dans le premier épisode, je te détaillais d'ailleurs dans le premier épisode un peu tout le sens derrière Story First, pourquoi je lance ce podcast, etc. Donc si ça t'intéresse, c'est là-dedans. Et donc pour revenir sur les objectifs de la semaine dernière, alors il y avait pas mal de trucs. Il y avait déjà le gros truc, c'était finir les tutos, Esprit KTM, et ça c'est fait. Donc en gros, je suis monté m'enfermer en station pour bosser. Je suis tout seul dans un appartement à Orsières. Et le programme de la journée, c'était je bosse de 4h30 jusqu'à 15h. Ensuite, je fais 2 heures de ski, je rentre, je mange, je m'étire et je vais me coucher.
En gros, c'est ça, pour avancer à mort sur... J'avais 10 épisodes de tuto à monter. Et c'est ce que je fais souvent, donc je ne vais pas trop détailler pourquoi cette routine, etc. Juste, j'ai optimisé ça depuis un peu plus d'1 an à travers plein de tests, et je trouve que c'est ma manière la plus efficace d'avancer. Voilà. Et surtout quand c'est des projets un peu longs, répétitifs, où c'est dur de se mettre dedans, et... Pardon. Ah, il n'y a pas de cut. Hein. J'ai un peu mal à la gorge. Et du coup, ça m'a permis là d'avancer, et j'ai pu faire ça. En autre actualité de la semaine, j'ai fait 2 posts sur Instagram. J'ai sorti une vidéo un mois avec le X106, le nouveau Fuji. Donc ça c'était cool. Pareil, je poste pas beaucoup sur les réseaux et j'ai envie de le faire plus. Donc voilà, il n'y avait pas forcément de volonté que ça pète ou quoi. C'est plus pour commencer à un peu créer mon personal branding et voilà, montrer que j'aime bien créer avec ce boîtier-là. Ça m'apporte quelque chose en plus. Moi je vends de la vidéo, je vends pas de photos. Mais je me régale à shooter avec ce X106. Et donc je voulais le montrer un petit peu. J'ai aussi fait le lancement où j'ai montré mon showreel, mon nouveau site web sur Instagram, et j'ai parlé un peu de ce que je faisais parce que c'est méga longtemps que j'en avais pas parlé et que je sais qu'il y a plein de gens qui ils découvrent par rapport au contenu que tu fais pour tes clients. Quoi. Je sors pas beaucoup de contenu de moi, making of et tout. Du coup, ils savent pas forcément ce que je fais, donc j'ai communiqué un peu sur tout ça et c'était cool. En fait, au final, ça s'adresse enfin, genre, les gens qui réagissent le plus, c'est tes proches et ceux qui savent, mais c'est bien, genre, de rappeler, tu vois, je trouve. Voilà, je fais vraiment pas assez souvent. Donc, j'ai bien avancé là-dessus. Je me suis occupé de ce podcast, parce que comme j'ai lancé la semaine dernière, j'ai enregistré, je m'étais occupé de rien, j'avais pas fait de miniature, j'avais pas créé le compte, le truc, tout, et normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, pareil, c'est toujours cool en vrai de lancer un truc comme ça, j'ai l'impression, genre, comme recréer un début de business, tu vois. C'est marrant. Et voilà. Mais j'ai pas trop perdu de temps là-dessus, donc c'était cool. Et enfin, dernier truc, je me suis occupé des musiques de mon film, Petit morceau de sucre. Donc ça, c'est en cours. C'est en train d'être composé. Et ça avance. Donc c'est cool. Parce que c'est dur quand tu bosses sur un projet où t'es tout seul. L'avantage, putain, en plus, oh, la transition est toute trouvée. Quand tu bosses sur un projet où t'es tout seul, il dépend que de toi. Donc c'est quand même assez cool quand c'est ta responsabilité, tu vois, si ça avance. Là, il y a d'autres mecs parce que je peux pas faire la composition, je veux bien tout faire, mais là, ça me prendrait beaucoup trop de temps et je suis pas assez bon. Enfin, j'ai d'autres choses à bosser, tu vois, c'est pas la priorité. Et je préfère passer avec des gars qui sont meilleurs que moi. Voilà. Mais du coup, ça prend plus de temps, ça traîne un petit peu, ce qui est normal, hein, c'est le process. Mais ça a avancé là-dessus. Voilà. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est les écritures. Donc j'avais des préparations à faire, enfin genre écriture pour des projets pour le Dakar. Mais c'est pas pressé, je pense que je ferai plutôt la semaine prochaine, même pas cette semaine-là. Voilà un petit peu pour les news de cette semaine. Et je suis en avance parce qu'on est actuellement lundi 8. J'avais dit que j'enregistrerais sûrement ce podcast plus tard. Enfin, j'avais prévu de finir mes tutos demain matin. Et là, j'ai tout fini. Du coup, je vais rentrer un jour plus tôt parce que comme j'ai pas beaucoup de réseau, je peux pas envoyer à mon client. Voilà. C'est pour ça que je viens ici d'ailleurs, pour bosser. Je m'isole, j'ai pas de réseau, je suis en montagne, le cadre est cool et j'avance comme jamais. Voilà, pour faire simple. Donc, y a tout qui a été plutôt bien coché, ça a bien avancé. Et là, la semaine qui arrive, j'ai repris des tournages, on m'a contacté un peu pour des shootings, là, même la fin de semaine dernière et tout, en parallèle du montage. Voilà, mais comme c'est du last minute pour cette semaine, il n'y a pas tout qui s'est validé. Donc voilà, mais un peu des tournages. Fin de semaine prochaine, je veux rejoindre Cellofat pour une semaine de bootcamp. Je vais lui faire un coup de main pour faire des images, des photos et repasser une semaine dantesque avec des entrepreneurs. Donc ça, je descends dimanche. Donc le prochain épisode, je serai sûrement là-bas. Voilà. Et je suis en tournage vendredi soir, peut-être jeudi. Rien n'est fixé. Donc cette semaine, ce sera plus gestion de projet. J'ai pas mal de gestion de projet à faire. C'est toujours la période, là, en avril. Comme je te disais la semaine dernière. Envoyer les devis, préparer, relance client, écriture et tout. C'est tout en ce moment. Donc voilà, mais content d'avoir pu finir ces tutos et de passer à la suite. Bon, alors, sujet du jour. À la base, je vous ai dit, on parlera de Skimo Lifestyle. Je commence par lequel? Allez, en vrai, je commence par boîte de prod vs freelance. Je vous donne tout le processus dans ma tête. En fait, c'est même pas freelance, c'est plus solopreneur. C'est est-ce que tu dois te lancer tout seul
ou... Enfin non, est-ce que tu avances tout seul ou est-ce que tu peux avancer à plusieurs? Ça paraît tellement pas clair. J'ai l'impression de m'exprimer tellement mal. Euh, D'ailleurs, petit aveu quand même, j'ai brisé une règle la semaine dernière, enfin j'ai semi-brisé. J'ai quand même réécouté le podcast de la semaine dernière. Voilà, je préfère être honnête, mais comme c'est le début, que personne n'écoute encore ce podcast, ce qui est logique, donc comme j'ai dit la semaine dernière, je vais en faire quand même vraiment pas mal, genre j'ai dit je communiquerai à partir du 10e épisode pour que ce soit lancé, pour que je sois plus à l'aise, que je sois meilleur, tu vois. Et aussi que j'ai pas la pression quand je l'ai fait que, ah mon dieu, ça va être écouté en vrai, parce que c'est un de mes plus gros blocages de pourquoi je me suis pas lancé avant, tu vois. Voilà, bref. Et du coup, j'ai réécouté, mais après avoir posté. Donc c'est ok, tu vois, c'était plus en mode feedback. Et ce que j'ai retenu et sur quoi je veux travailler cette semaine, c'est que j'ai trouvé je manquais d'énergie en fin d'épisode. Et globalement, voilà, j'étais pas mal dans ma tête et j'ai envie d'être dans le truc un peu plus parler avec la voix de la passion, tu vois, être à fond, avoir de l'énergie. Et donc je travaille là-dessus dans cet épisode du jour. Donc si jamais t'as écouté les 2 épisodes, n'hésite pas à me dire si c'est mieux. Je dis ça alors que pour l'instant, personne les écoute. Mais voilà, je travaille là-dessus. Et puis au final, j'ai trouvé ça mieux en réécoutant que quand je l'ai fait. Quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, ça a l'air moyen. Mais dans l'idée, j'ai envie juste que tu ressortes d'ici en ayant appris quelque chose, en pouvant peut-être l'appliquer à ton business ou à ta vie. Et sans prétention, je donne pas des leçons de vie, c'est plus que je partage les questionnements que je me pose et des idées que j'ai et de développement de mes pensées. Voilà. Sachant que probablement que dans un an, je serai plus du tout d'accord avec tout ça parce que là, je remets en cause des idées que j'ai eues il y a un an. Tu vois. Voilà. Donc, il n'y a pas de vérité absolue dans tout ça. Et là, on dirait que je veux pas me mouiller, mais c'est juste, je vois bien, genre, je me remets en question H24 et que ça n'a pas de sens. Mais bon. Bref, le seul objectif de cet épisode, c'est surtout que tu apprennes quelque chose et que moi, pour moi, en tout cas, cet objectif, c'est plus d'énergie et d'avoir plus la passion dans la voix. Donc, solopreneur vs agence ou boîte de prod. En gros, moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, j'ai surtout eu la figure, j'ai envie de dire, de l'entrepreneur qui est tout seul et qui, à la limite, te délègue beaucoup. Tu vois, qui va avoir un assistant pour s'occuper de tout l'administratif, qui peut avoir, par exemple, des monteurs, tu vois, mais genre vraiment en mode prestataire pour le coup, pas en mode associé, ou etc. Et donc, je me suis assez projeté dans cette vision-là, et surtout qu'autour de moi, les boîtes de prod que je connais, c'est compliqué en ce moment, avec, j'aime pas du tout ce terme, mais avec la conjoncture actuelle. Et du coup, je suis en mode, bon, avec l'évolution du marché de la vidéo, ça marche pas mal d'être plutôt tout seul et de monter des équipes. Donc depuis 1 an, voire 2 ans, c'est toujours ce que je me suis dit. Et c'est ce que je retrouvais dans toutes les figures autour de moi, même des mecs qui parlent de business mais qui font pas de la vidéo. Par exemple, depuis 1 an, je suis beaucoup Thibault Louis, donc rien à voir avec ça, qui du coup parle beaucoup des solopreneurs. Et lui aussi, il a cette vision-là. En fait, ça provient de une idée de Naval, je pense. En fait, tout provient de là et toutes mes figures étaient plutôt dans cette idée-là. C'est que quand tu es tout seul, t'as moins de responsabilité, t'as plus de liberté, et c'est ça aussi que je cherchais à travers l'entrepreneuriat, tu vois. Pouvoir être libre. Si j'ai pas envie de prendre de projet pendant 3-4 mois, me concentrer sur un projet perso, chose que j'ai faite par exemple l'année dernière, j'ai pas un salarié à payer. Et s'il faut juste que moi je gère ma vie différemment parce que j'ai envie de me focus là-dessus et pas avoir de rentrée d'argent, c'est ok, tu vois, ça retombera juste sur moi. Donc c'était un peu ça mon positionnement. Et en fait, c'est parce que donc Naval, il dit qu'il y a, enfin, il dit, c'est assez évident, mais il y a 4 moyens de scale, en gros. Il y a donc le capital. Donc avec l'argent, tu peux faire avancer plus vite. Tu vois, tu peux investir et avancer plus vite, en gros. Donc scale, c'est faire progresser. Il y a l'humain. Donc là, ce serait recruter, monter une équipe, avoir une agence de prod ou une boîte de prod. Donc ça, c'est un deuxième pilier, sachant que du coup, à chaque fois, chaque manière a ses avantages et ses inconvénients. Et les 2 dernières choses, c'est le média et le code. Donc le média, c'est avoir du monde sur les réseaux sociaux, avoir des gens qui te suivent, donc c'est un leverage qui est intéressant. Et le dernier levier, c'est le code, parce qu'avec du code, en gros, dans l'idée, ces leviers, c'est comment... Enfin, tu vois, tes inputs et tes outputs, ils sont décorrélés. En gros, tu fournis la même charge de travail,
mais tu peux faire beaucoup plus de thunes, globalement, en gros. Parce que, disons qu'on a tous 24 heures, mais comment tu fais pour faire beaucoup plus de thunes? Bah, tu t'appuies sur des leviers et pour pouvoir scaler tes revenus. Quand je le dis moi, ça paraît beaucoup plus compliqué que ça, mais simple. Voilà. Genre par exemple, le code, tu peux coder un site ou une app, et il va être utilisé par plein de monde, et du coup, ça scale. Et que tu sois tout seul à coder ton site, ou que vous soyez 5, au final, le mec tout seul, il peut faire beaucoup plus de thunes si le site marche mieux, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils sont 5 qu'ils vont être meilleurs. Voilà. Parce qu'ils utilisent le levier du code. Le média, c'est pareil, tu utilises la force d'avoir une communauté, de toucher des millions de personnes pour pouvoir vendre plus. Et ensuite, donc l'humain, forcément, ça c'est un peu plus, ça paraît plus logique, mais plus t'es nombreux dans une entreprise, plus tu peux faire des gros projets, donc plus tu fais augmenter ton chiffre. Et du capital, ça te permet d'investir aussi. Voilà. Et donc d'après Naval, l'humain, c'est le pire des leviers sur lesquels s'appuyer. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'humain, tu vois. Faut gérer des humains, c'est pas fiable. Par rapport au code, tu vois, c'est pas fiable. Par rapport au... Enfin, voilà, il y a plein de contraintes à gérer de l'humain. Faut aussi que ce soit dans le même état d'esprit. Il faut faire de la gestion humaine et c'est compliqué. Donc voilà, donc moi j'étais toujours dans cette logique, ok, enfin j'avais pris un peu ça en parole d'évangile et je m'étais dit, vas-y, ce pilier-là, on l'oublie. C'est une galère. Et encore, il y a un mois, chaque fois que je discutais avec des gars, des entrepreneurs qui me disaient, ah, je veux lancer une agence, nanana et tout, alors qu'ils avaient encore rien lancé même tout seul, tu vois. Je leur dis, ah, mais attendez les gars, pensez, en agence, faut gérer des mecs et tout, c'est compliqué, c'est chiant. Et en fait, moi, j'ai des fois où, c'est pour ça que je dis que je me sens pas freelance, j'ai quelques projets où je suis pas tout seul. Enfin, j'ai même beaucoup de projets où je suis pas tout seul. Globalement, on est souvent au moins deux, où il y a des projets où je suis même 5, 6, enfin, où on est 5, 6, je suis 5. Et, euh, et donc, c'est avec, du coup, cette stratégie de je suis à mon compte tout seul, et le client me prend pour ma vision. Et moi, je vais prendre des prestataires pour m'accompagner sur le projet. Donc, ça peut être un monteur, d'autres cadreurs, ça peut être plus nombreux, un pilote de drone, etc. Et ça me plaît bien, ça, tu vois. Et je me disais, bon, bah, j'ai l'impression que c'est un peu le fonctionnement qui marche bien. Si tu prends des grosses boîtes de prod, enfin, certaines grosses boîtes de prod aussi du milieu, enfin, pas forcément grosses, mais des bonnes boîtes de prod qui font rêver, c'est aussi des fois le fonctionnement. Ils sont un ou deux en gestion de projet, à driver le truc, à s'occuper des clients, et puis après, ils prennent que des prestataires. Tu vois, ils vont avoir un directeur de la photographie indépendant, ils vont avoir le grip, enfin, les mecs qui s'occupent des lumières, ils vont avoir un monteur indépendant, ils vont prendre une boîte qui s'occupe des ingé-sons pour le mixage et pour la colo. Aussi un indépendant pour la colo. Voilà. Mais en fait, j'avais pas capté un peu cet entre-deux-là. C'était pour moi, genre la plupart des boîtes de prod, c'était tu bosses avec tes salariés, en fait. Parce que les boîtes de prod autour de moi, c'était celles-là que je voyais le plus dans la vraie vie, hein, pas sur Instagram. Alors que sur Instagram, c'était plus ce format-là. Et en fait, dernièrement, j'écoute en ce moment beaucoup le podcast de Théo Lyon, Road to 10 Million, d'où ce podcast est d'ailleurs, d'où Story First est fortement inspiré, pour être très honnête. Et lui, il a un fonctionnement d'agence, et il parlait justement de ça, de ce leverage, et pourquoi eux, ça marche. Et en fait, une des visions que j'avais pas eues, c'est que j'avais eu la vision en mode j'étais tout seul dans ma boîte de prod avec des employés, mais pas la vision avec un associé. Et donc il était dans un des épisodes, il racontait comment ça se passait avec son associé et pourquoi ils étaient associés ensemble, et le côté complémentaire. Et j'ai trouvé ça méga intéressant en fait. L'importance en fait de se connaître et de savoir avec qui on peut bosser, mais pas en mode avec qui on s'entend bien, plus avec qui ça peut bien marcher parce qu'on est complémentaires et il y a des trucs que forcément on a des faiblesses, tu vois, on peut pas être parfait partout. Et il y a des axes sur lesquels tu peux travailler et il y a des axes que genre ton associé, pardon, il a de mieux que toi, tu vois, genre qui compense. Et même il disait un truc assez intéressant, c'est que faut pas qu'il y ait les deux associés qui veulent la même chose dans la boîte, tu vois. S'il y en a un qui veut l'image et l'autre il est plus de sous, etc. Tu vois, et sinon ça crée du conflit, tu vois. C'est il donnait le conseil comment choisir son associé. Et en fait, je trouvais ça méga intéressant parce que quand tu cibles, j'ai donné des exemples très concrets après. Quand tu cibles, quand tu te regardes en tant qu'entrepreneur, quand tu es tout seul,
il y a forcément des trucs où tu vas être moins bon. Tu vois, genre moi je sais que par exemple je vais manquer de structure et le contact client, humain et tout, c'est le truc qui me plaise moins et où voilà, je suis plutôt introverti dans le sens introverti où avoir du contact avec les autres ça me prend de l'énergie. Et donc c'est ces trucs-là que je vais un peu repousser. Par contre, je pense que je suis pas trop mauvais en vision et bon en opérationnel aussi, je pense que je me débrouille pas mal. Mais donc j'ai besoin de quelqu'un de complémentaire. Enfin, si je prends quelqu'un en associé, c'est quelqu'un qui est complémentaire sur cet axe-là, qui va gérer la gestion client, qui va gérer les retours, qui va gérer peut-être aussi des marchés, etc. Après des marchés, je peux participer dans la stratégie, mais dans le contact, voilà. Et en fait, ce qui m'a paru évident, c'est que ces sujets-là, j'avais déjà réfléchi il y a quelques années avec des potes avec qui j'étais en cours. En gros, à l'époque, donc j'étais en DUT MMI à Chambéry. C'était il y a 3 ans, parce que mes potes ils sont en master là, donc ils sont encore en cours. Ouais, il y a 3 ans, 3-4 ans. Et en fait, on travaillait avec plusieurs potes on était une équipe de 5-6 sur des projets vidéo qu'on faisait en cours et à côté des cours aussi pour le plaisir. Et un jour, on avait fait un exercice où on devait décrire. Il y avait genre 8. Putain, je sais pas comment dire, mais 8 personnalités types. Ouais, ça, c'est 8 personnalités types. Et on essayait de reconnaître qui était quoi dans le groupe. Et par exemple, je peux les citer, il y avait donc Charles, mon grand copain Charles, que je salue, qui, lui, c'est toujours l'organisateur. Pour le coup, lui, il est méga extraverti. En soirée, c'est le mec qui va parler à tout le monde et tout. Souvent, quand on rencontre des gens, c'est lui qui aborde et ensuite, on fait la discussion à deux. Et puis souvent, c'est moi qui vais faire la conversion ou quoi. Tu vois, souvent, c'était un peu ça. Mais c'est lui qui commence. Et c'est aussi lui qui est super bon en gestion de projet et qui organise tout le temps les trucs. C'était l'organisateur du groupe, tu vois. Et à côté, il y avait aussi Timothée, qui lui avait des idées de ouf tout le temps, mais genre méga créatif, tu vois, qui sortait de l'ordinaire, qui était un peu disruptif et tout. Et moi, j'étais plus le mec qui, donc si tu mets des rôles comme ça, donc Charles, ce serait genre presque production ou gestion de projet. Timothée, ce serait le mec créatif. Et moi derrière, j'étais plus dans la réalisation, c'est-à-dire il y avait les idées de Timothée. Comment on rendait ça concret, comment on filmait pour que ça rende comme il imaginait. Parce que voilà, je parlais de projet vidéo, et puis c'est quand même un podcast où je parle de mon entreprise de vidéo, donc je peux m'appuyer là-dessus. Comment est-ce que je filme, comment est-ce que je mets en place, et comment je monte pour raconter l'histoire que Timothée voulait, tu vois. Et moi, j'étais vraiment dans cette partie opérationnelle. Donc voilà, et en fait on avait ciblé qu'on était, et du coup j'étais aussi un peu un finisseur, parce que c'était un des problèmes, enfin des trucs, une des personnalités c'était par exemple de pas finir les projets, voilà. Une des autres personnalités c'était, il y a un mec qui est tout le temps méga négatif, mais ça permet qu'on soit pas trop dans l'idéalisation des projets, des idées, genre en mode Timothée il va nous balancer des idées de ouf, nous on va dire oh ouais let's go, let's go, let's go, mais en fait c'est impossible à faire, tu vois, et donc il y a cette personnalité là, ok. Et en fait ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le jour où j'ai fait des projets qu'avec Timothée, donc ça arrivait parce qu'on était tous les deux, on avait des projets en groupe tous les deux. Et ben c'était marrant parce qu'on avait des idées assez cool, on savait comment les mettre en place, mais on était à l'arrache complet en organisation. Genre disons qu'on a tourné ça je sais pas, ça faisait peut-être 3 semaines qu'on bossait là-dessus en cours. On a tourné ça le vendredi matin, on devait le rendre le vendredi soir. Tu vois, j'ai monté dans l'après-midi en speed, ça s'est passé, on l'a fait, on avait des idées de ouf, mais on était à l'arrache complet. À l'inverse, j'ai beaucoup bossé avec Charles aussi. Et souvent avec Charles, on est super organisé, super carré. On fait des trucs cool, mais pas hyper créatifs. Souvent, on voit un truc qui nous plaît et on va refaire pareil un peu à notre sauce. Mais ça va pas être hyper disruptif, sortir du lot. Mais en fait, on se rendait compte que chacun apportait ses bénéfices, tu vois. Et en fait, j'avais jamais vu cette vision-là pour on s'était dit ensemble justement en plus avec ce groupe là, ouais plus tard on sera une agence, on fera du dev, du graphisme, de la com, de la vidéo et tout, mais voilà sous forme agence, donc t'es en mode bah tout le monde est complémentaire parce qu'il a un pilier différent, mais je l'avais jamais réfléchi au sein d'une même boîte de production vidéo où du coup le seul but c'est pas tu diversifies pas, faire du graphisme, des sites web, de la com et tout, tu fais que de la prod vidéo, et en fait d'avoir quelqu'un qui est un associé qui est complémentaire à toi, voilà. Et donc à ce moment-là, tu t'avances plus vite en fait. Et donc c'est intéressant. Non, enfin, tu vas surtout plus loin. Parce que quand tu es tout seul
Il y a plein de trucs que tu peux pas faire ou que tu fais mal, ou bien qui te prennent de l'énergie. Tu vois, quand je dis j'aime pas trop ça, mais en vrai, j'aime bien, tu vois, le contact client et tout. C'est juste que ça me fatigue de ouf. Tu vois, je prends un appel client, je suis KO pour toute la journée, genre. Et alors qu'un mec qui va être très bon en sales, j'ai des potes avec qui on a pas mal bossé, enfin des très bons potes Holo Pro. Et eux, c'est des sales de malades, ils font des ventes de ouf. Ils prennent les appels comme ça, ils les enchaînent et tout. Moi, c'est impossible, tu vois. Et donc, c'est plus là l'intérêt. Mais je l'avais jamais vu sous cet angle. J'avais toujours vu l'angle, tu te mets à plusieurs, donc c'est relou parce qu'il faut gérer de l'humain. Sauf si tu t'associes, voilà. Et par contre, l'importance de s'associer, c'est d'avoir la personne skin the game, donc qui est investie dans la boîte. Parce que si tu la prends, mais qu'elle a pas de part et qu'elle a juste son salaire, elle sera moins investie. Voilà un petit peu comment j'ai fait évoluer ma vision. Parce qu'en plus, la semaine dernière, je vous ai dit, oui, pour l'instant, je veux me scale verticalement, donc c'est-à-dire progresser, tu vois, dans la vidéo. Devenir, faire des meilleurs films, des meilleurs documentaires. Donc, scale verticalement, c'est-à-dire, au final, ça me permet de monter mes prix, monter en gamme, et pas horizontalement, c'est-à-dire pas pouvoir prendre plus de projets parce qu'on est plus nombreux. Mais en fait, je me rends compte que même pour scale verticalement, bah, à un moment donné, t'es peut-être obligé d'être quand même à plusieurs. Parce que, bon, bah déjà, tu vois, là, je te parlais de mon projet du film Petit morceau de sucre. Je veux faire des musiques pour ce film, enfin, je veux faire composer la musique. Bon, bah, je peux pas le faire moi, sinon ça me prend des mois, ça va être moins bien. Je fais mieux de le déléguer. Pareil pour le mixage son, j'ai pas les compétences. Enfin, je le fais pour des projets clients qui ont peu d'ambition, mais si je veux faire des gros projets comme ce film-là qui a pour but de finir en festival et peut-être chez des diffuseurs, Inch'Allah, on verra bien. Bah là, il faut faire le job, tu vois. Là, il faut que ce soit mixé, il faut que je prenne un coloriste, parce que pareil, bah, il me faudrait un bon moment avant de devenir un bon coloriste, et c'est pas ma priorité actuellement, j'ai d'autres trucs à avancer. Donc voilà, comment tu peux scale verticalement, mais en t'entourant d'autres personnes, et sans du coup avoir la contrainte de la boîte de prod d'être nombreux, sauf si tu trouves un associé qui te complète bien. Mais en plus, d'ailleurs, enfin, ce que je remarque aussi, c'est que les mecs qui commencent à s'associer, souvent, aujourd'hui, justement, avec ce fonctionnement où c'est compliqué d'être salarié en boîte de prod ou d'avoir des salariés, c'est plus tu vas te mettre comme un collectif de freelance, tu vois. Donc je dis souvent que je me sens, en fait, je me sens pas comme un freelance vidéaste parce que pour moi, un freelance, c'est genre un mec qui fait ce qu'on lui dit, tu vois, et c'est un exécutant. Et je me sens vraiment pas exécutant parce que j'ai quand même plus un axe, tu vois, à la limite réalisateur plus que vidéaste d'ailleurs. Mais sauf qu'après derrière je fais tout, quoi. Je suis aussi chef op, monteur, coloriste. Enfin, ça dépend des films, mais t'as capté. Bref, entre être tout seul et être avec quelqu'un. Et donc je remarque que les mecs se rassemblent aussi, font des collectifs donc de vidéastes, des collectifs de freelance pour pouvoir monter des projets plus gros. Mais chacun reste indépendant de son côté. Et comme ça, il n'y a pas ce truc de gérer des salariés. Donc c'est un peu l'entre-deux des deux mondes. Juste au bout d'un moment, si tu veux prendre des gros projets, les marques, elles font appel à enfin les grosses marques font appel à des boîtes de prod, qui les boîtes de prod prennent des prestataires. Mais à un moment donné, si toi tu veux répondre d'un point de vue projet et produire ces films-là, bref, t'es obligé d'être en structure entreprise de production, quoi. Et c'est rare qu'elles fassent appel à des freelances. Ça m'arrive, tu vois, genre, j'ai des projets où je suis tout seul et j'ai pris des projets qui appartenaient à des boîtes de prod avant. Mais pas tout, et c'est sûr que c'est plus compliqué à mettre en place, c'est pas la même gestion, etc. Donc voilà, si vous lancez une boîte, trouvez quelqu'un de complémentaire à ce que vous faites, et puis voilà, hein, et donc je dis ça parce que, par exemple, j'ai un autre exemple, mais en ce moment je travaille beaucoup avec Nicolas Brèche, qui est mon fidèle monteur, il monte pas mal de mes projets, mais il a aussi, lui, ce qu'il a envie de développer en ce moment, c'est plus la production. Donc la production, c'est je vais donner un exemple pour les documentaires, mais c'est trouver du budget pour les documentaires et après distribuer ce budget pour arriver à réaliser le film, en gros, pour faire très très simple. Et donc, on se complète bien, parce que moi, ce qui me plaît dans le documentaire, c'est plus la réalisation, aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de produire, ça ne m'étonnerait pas, mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer plus sur l'écriture, sur la réalisation du film, et donc, on pourrait être complémentaire là-dessus, surtout que je remarque aussi qu'on est complémentaire sur les projets, tu vois. Moi, justement, j'ai ce truc un peu dans... Je pense, hein. J'en ai pas parlé avec lui, donc si Nico, tu m'entends, autant je dis des grosses dingueries, mais je vais simplifier à mort le raisonnement. En gros, Nico, il est super bon en gestion de projet, gestion client. Il est super bon pour... enfin, dans l'humain, tu vois, genre, il capte bien les gens, et il est très... c'est pas pédagogue le mot que je voulais dire, mais genre...
j'ai pas le mot, mais tu sais, dans la politique, quand tu prends en compte toutes les idées et t'essayes de mettre les gens bien, tu vois, putain, j'ai plus le mot. Ah, désolé pour ce manque cruel de vocabulaire. Et donc ça va bien avec moi parce que c'est qui, moi, j'ai le moins envie de travailler et je pense que par rapport à la vision, ça peut bien compléter avec lui, etc. Ou ce côté, enfin, j'arrive pas à savoir ce que c'est mes qualités, c'est dur d'avoir ce recul-là, mais en tout cas, je sais qu'il me manque un peu cette partie-là et que c'est à travailler et que lui, il l'a, tu vois. Et donc que ça matche bien. La même image que Charles à l'époque avec qui on bossait et qui ça matchait bien parce que moi dans l'organisation je suis jamais trop structuré. Donc c'est cool pour faire des trucs rapidement, que ça sorte et que ça se fasse, tu vois. Mais à un moment donné, t'as besoin quand même de caler le truc, d'être organisé, surtout quand t'es à plusieurs. Et que ce soit pas juste dans la tête, quoi. Parce que moi c'est beaucoup dans la tête par exemple. Plus qu'à l'écrit, etc. Voilà. Voilà un petit peu. Je vais regarder le temps de ce podcast, savoir de quoi on va parler d'autre. Si jamais tu as des questions, ou si toi aussi tu te questionnes là-dessus, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire de cet épisode ou en message sur Instagram. Ça veut pas dire que je vais passer en boîte de prod, hein, tu vois, aujourd'hui. C'est grave pas le projet. Je suis quand même toujours en mode de je veux me scale verticalement. Parce que j'ai toujours cette pensée où dès que tu commences à te scale horizontalement, dans un sens, tu te renferme un petit peu toi et tu peux pas développer tes compétences opérationnelles. Ça veut pas dire que du coup tu peux pas embaucher des mecs meilleurs que toi qui ont des compétences transversales. Mais j'ai quand même envie de stonk tout seul, tu vois, genre, enfin tout seul, dans certains domaines. Et le truc c'est que le jour où tu passes, bah justement, si tu dois reprendre l'exemple de Théo Lyon, au début il faisait beaucoup de, donc lui il a une agence d'ads. Bah au début tu vas filmer, tu vas filmer, waouh. Tu fais les campagnes pour tes clients, tu vas démarcher tes clients, tu t'occupes des sales, etc. Bah aujourd'hui, il fait plus tout ça. Il a des mecs qui s'occupent de tout l'opérationnel. Lui, il fait plus ça. Et il s'occupe de la gestion globale du projet, des stratégies, tu vois, un peu tout ça. Il fait encore un peu de sales, je crois, je sais pas. Bref. Et du coup, moi, en vidéo, ce serait, bah, à ce moment-là, j'ai un mec qui monte mes films. Bon, ça, ce serait cool. Je sais pas non. Mais j'ai encore envie de filmer, j'ai encore envie d'écrire, etc. Et j'ai pas envie d'être juste en gestion de projet. Il y a des projets où je fais beaucoup de gestion de projet, comme la Maxi Race, comme c'est moi qui ai le projet et qu'on est nombreux. Mais ça me plaît, mais pas toute l'année, tu vois. Donc voilà, un petit peu le truc. Et je me dis que par contre, dans quelques années, ça me choquerait pas que j'ai envie de faire plus ça. Mais faut que je step up. Voilà. Donc on a combien de temps 32 minutes. Bon, mais ça va, on a bien avancé. Du coup, je vais pouvoir parler d'un deuxième sujet. En vrai, j'ai envie de parler des standards, rapidement. En gros, c'est l'idée, parce que ça va bien avec cette idée de la boîte de prod, je trouve. C'est que il y a ce truc où la plupart des mecs se définissent par leur plus gros mois de chiffre d'affaires. En gros, tu vas dire, moi je fais 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, mais t'as fait ça une fois, genre. Et tout le reste des autres mois, il y a des mois où tu fais 500 balles, tu vois. Et en fait, dans les standards, c'est l'idée, ce qui compte, c'est pas combien t'as facturé le plus cher, mais à combien t'es prêt à facturer le moins cher, en fait. Genre à combien t'es prêt à baisser ton froc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça s'appliquait à plein d'autres domaines. Donc ça, c'est dans le prix, tu vois, au final. Tu te définis plus par ton prix le plus bas. Mais c'est aussi dans tout ce que tu fais, en fait. Les gens, ils vont retenir le truc le plus négatif ou le plus... avec le plus bas niveau que tu vas faire. Un autre exemple, plus dans la vidéo cette fois, c'est par exemple, je me rends compte que on va juger une vidéo souvent tu vois, à l'image la moins bien qui va être gardée. Par exemple, dans ton show, tu vois, je t'ai dit que je viens de diffuser mon showreel sur Instagram. Et j'ai eu cette révélation des standards après, tu vois. Mais je sais que la plupart des mecs, et moi le premier, hein, je vais juger le showreel au projet le plus... l'image ou le projet le moins bien qu'il y a dans son showreel. Et qu'au final, vaut mieux peut-être faire un showreel dans un but de com et de communiquer sur ce qu'on a fait de mieux, faire un showreel avec genre 1 minute avec que des bangers, que 2 minutes, enfin tu vois, moi j'en avais fait un 2 minutes, et que dans les 2 minutes, il y ait la moitié des trucs, c'est moyen, pas ouf, tu vois. Parce que ça va donner un standard beaucoup plus bas à ta vidéo. Et en fait, c'est dans cette idée-là, c'est qu'il vaut mieux, au lieu de chercher à faire la meilleure image ou
tu vois, le prix le plus cher, etc., le plus gros projet, de plutôt se définir par c'est quoi mes standards minimum et je prends pas en dessous. C'est quoi genre mon prix minimum et si on me négocie en dessous ça, je dis non, c'est ciao. C'est quoi l'image par exemple, la vidéo qui, je trouve, elle vaut pas le coup d'être dedans. Donc ça veut dire que ou c'est quoi la vidéo la moins quali par exemple de mon showreel. Et du coup je me définis par ça. Et c'est la même chose dans les projets. Et j'avais pas compris ça par exemple l'année dernière. Donc je suis parti au Dakar il y a un peu plus d'1 an pour la première fois. Et quand je suis allé au Dakar, bon après le Dakar j'ai fait un peu un big burn-out, j'ai envie de dire, mais bref, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, si ça vous intéresse. Le titre ce serait j'ai fait un burn-out après avoir, en rentrant du Dakar et après avoir fait mon plus gros projet. Et, euh, et en fait, ce que je me suis rendu, quand je suis parti au Dakar, tous les gens étaient à fond, étaient hype, étaient en mode ouah mec, t'es trop chaud, c'est cool. Des gens qui me parlaient peut-être pas depuis des années, tu vois, qui étaient en mode de bah voilà, je suis content de te le dire et tout, j'en ai parlé avec les potes et tout, c'est trop bien ce que tu fais en vidéo, t'as fini au Dakar, donc tout le monde était à fond. Et les gens captaient que je commençais à faire des trucs stylés, tu vois. Et en fait, pendant la saison de vélo qui a suivi, j'ai voulu travailler donc sur mon film Petit morceau de sucre, où, donc pour vous raconter un petit peu, c'est un 52 minutes, bon, qui va peut-être faire 59 au final. Bref, un format long documentaire sur un jeune qui est diabétique et qui est dans une équipe internationale de vélo. Donc je l'ai suivi sur toute la saison, je prépare un gros film. Là, j'ai déjà fait une diffusion en avant-première. Mais pendant cette saison de vélo, donc tout ce film, je l'ai filmé en anamorphique et je voulais commencer à tester la colo sur DaVinci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité d'être sur les courses de vélo pour filmer d'autres pilotes. Et il y a ma soeur qui fait les courses de vélo. Et il y a les pros aussi, tu vois. Mais moi, filmer les courses pro, ça m'intéresse pas. Il y a du monde sur le bord du parcours, je peux pas faire ce que je veux en image. Honnêtement, j'avais pas vraiment envie, ça me faisait un peu chier. Par contre, et puis j'avais pas accès à eux après. Parce que ce que j'aime, c'est raconter un peu l'histoire des courses des pilotes. Si vous avez déjà vu mes formats sur Instagram. Par exemple, j'avais fait Max, mon premier podium. Une vidéo que j'avais adoré faire. Et du coup, souvent, j'interviewe les pilotes après pour qu'ils me racontent leurs courses. Et moi, c'est ça que j'aime faire. Et tu vois, avec les pros, j'ai pas accès à eux. Et surtout que le but, c'était de faire... pour moi, c'était de prendre de l'XP. Parce que comme je filmais ce film en anamorphique, donc avec Malo, le jeune diabétique, je vous donne son nom, comme si je reparle de lui, c'est plus simple. Bah, en anamorphique, c'est quand même une autre démarche, c'est un autre style, c'est une autre manière de filmer, c'est tout en manuel, c'est des autres cadres, enfin, tu vois, le rig, il est beaucoup plus lourd, voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais travailler, par exemple, sur les vidéos de ma sœur, en anamorphique. Sauf que ma sœur est genre cadette, elle n'est pas championne de France. Moi, elle roule bien, hein, mais puis moi, je kiffe bien filmer et tout. Et en fait, la plupart des gens commençaient à voir ça comme mes standards. Genre en mode ah ouais, Clément, il fait des vidéos de sa petite sœur. Et c'était ouf l'écart, et ça m'arrive très souvent ça. Hein. L'écart entre les gens qui font de la vidéo, qui me disaient oh la dinguerie, trop stylé et tout, tu sais, qui voyaient justement ce truc de c'est anamorphique, je me suis fait chier en colo. J'ai bien bricolé et la réalisation est cool aussi, l'histoire, le storytelling, tu vois, on m'a appuyé plusieurs fois sur le Solid Max sur le storytelling, donc j'étais content. Moi, c'est ça que je cherchais à développer, c'était progresser techniquement en vidéo, progresser aussi en réalisation. Donc voilà, moi c'est les deux axes que j'ai envie de développer aujourd'hui, mais que c'est depuis 1 an maintenant, c'est direction de la photographie et direction director, réalisation. trop relou, je l'ai que en anglais. Et en fait, les gens, ils voyaient ça comme mes standards. Et donc, je commençais à être contacté par plein de pilotes en mode ouais, tu veux pas me faire une petite vidéo et tout. Et j'étais en mode mais en fait, non. Au début, j'ai hésité et je me suis dit mais t'es fou, mec, d'hésiter. Mes standards, c'est pas d'aller bosser pour des particuliers, alors que genre il y a des teams qui m'ont demandé et c'est pas passé, tu vois. Voilà, sans donner plus de détails que ça, c'est confidentiel, même si ce podcast est juste intime et entre nous. Mais voilà, et en fait, je me suis dit mais c'est aberrant, genre les gens ils voient ça comme mes standards, alors que moi ce que je cherchais c'était juste, j'étais pas là pour ça, tu vois, j'étais pas là pour les projets de ma sœur c'était annexe, j'étais trop content de le faire, mais j'étais là pour le film de Malo en fait, et pour un gros film, un truc qui là par contre le standard est beaucoup plus élevé, mais en fait les gens se sont mis à me définir à travers ce standard là. Peut-être que l'exemple est beaucoup trop long à raconter, hein. C'est pour ça que je fais ce podcast aussi, c'est pour progresser
quand je raconte des histoires. Je suis assez mauvais là-dessus. Je donne trop de détails qui servent à rien. Genre l'anamorphique, est-ce que c'était vraiment utile de savoir ça? Si, parce que c'est des nouvelles techniques que je travaille. Bref. Et en fait, ça s'applique à plein de domaines de ta vie, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut être bloqué en mode je suis pas bon, je le fais pas. Tu vois, par exemple, ce podcast, je sais que je suis pas bon, mais je le fais pour progresser, et je le dis clairement, tu vois. Mais à un moment donné, dans des domaines où tu veux donner une image de marque assez haute, t'es obligé d'avoir des standards plus hauts. Donc ensuite, après, tu peux te dire, oui, mais je m'en bats les couilles d'être défini, parce que là, c'est être défini par les autres, tu vois, avoir des standards plus bas, mais c'est aussi pour toi-même, parce qu'après, tu sais plus ce que tu vaux, parce que tu as descendu tes standards trop bas. C'est pareil pour ton prix. Si tu fais que de casser ton prix, etc., au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que je vaux vraiment ce prix-là plus cher? Parce que personne ne me paye à ce prix-là. Et en fait, tu finis par te définir toi-même par tes standards les plus bas. Donc c'est à la fois comment les gens te voient, mais toi, tu finis souvent aussi par te voir comment les gens te voient. Tu vois, c'est dur d'arriver à faire la part des choses. Du coup, voilà, c'était ça un peu l'idée sur les standards. Donc c'est... je sais pas si c'est lié au truc de-dessus, mais au moins c'est lié à la prod vidéo. Et ça s'applique dans d'autres domaines de la vie. Ça peut être par exemple... en fait, l'idée, c'est de rechercher, au lieu de rechercher à faire le truc le mieux possible, c'est de rechercher à faire le moins de trucs nuls possible. En gros, au lieu d'essayer d'être le plus productif hardcore plus que tout le monde, c'est surtout essayer d'avoir le moins de moments où t'es pas productif, où t'es sur Instagram. Voilà. Par exemple, je peux te donner un exemple. Cette semaine, je me suis enfermé pour bosser comme un ouf. Ça, je te l'ai déjà dit. En fait, mon plus gros défi là-dessus, c'est surtout de ne pas avoir de crash de dopamine. Tu vois, de ne pas avoir de crash où à un moment donné, je finis sur YouTube et je fous plus rien. Parce qu'au final, me lever à 4h30, je pourrais me lever à 4h30, bosser 3h. Si après de 8h à 16h, je suis sur Instagram toute la journée, ça sert à rien. J'ai eu un crash l'autre soir parce que j'étais au téléphone avec mon frère. Et donc, on a eu plein d'idées pendant 1h30 de projet. Donc, ça, c'était top. Hein. Mais après, je dors pas. Et donc, j'ai fini sur Instagram et tout. Mais bon, j'ai quand même réussi à avancer mes projets comme il faut. Donc, je ne me suis pas mis de coup de fouet, tu vois. Mais en fait, c'est plus là le défi. C'est plus une nouvelle vision des choses en mode, au lieu de chercher à faire des trucs incroyables, essayer de faire le moins de trucs possible pourris. Ça peut être pareil dans tes projets que tu prends. Au lieu d'essayer de faire genre un projet de ouf extrême et après derrière t'as que des projets éclatés et on te définit par rapport à ces projets-là, essayer d'avoir le moins de projets possibles éclatés, essayer d'avoir le moins de projets mal payés et par exemple dans ta nutrition. Au lieu d'essayer d'être, genre, je sais pas, de faire une semaine où tu manges hyper healthy, etc., essayer d'avoir juste le moins de fois possible où tu vas manger des fast-food. Voilà. Donc ça s'adapte à plein de trucs. Et de se dire qu'à chaque fois, en fait, tu te définis et les gens te définissent par le truc le moins bien. Un autre exemple hyper concret, c'est un mec, il écrit un mail de fou furieux, c'est super bien, les idées sont trop cool, t'apprends plein de choses, peut-être plus que dans ce podcast. Non, je rigole, j'espère que t'apprends des trucs. Et en fait, il fait une grosse faute d'orthographe à la fin. Ça décrédibilise tout. T'es en mode, ok, c'était cool, mais vas-y. Enfin, genre, tu sais, une faute d'orthographe méga obvious, quoi. Vas-y, ça nique un peu le truc. Et voilà. Et du coup, tu vas définir cette personne par son standard le plus bas dans tous ces domaines. Ok. Je pense qu'on a bien développé cette idée. Je vais regarder le temps que ça fait. Désolé, ça fait des bruits de micro à chaque fois. J'ai mon micro dans la main. Ok, on est à 43 minutes. Je sais pas si j'ai le temps de développer Skimo Lifestyle ou si je garde ça pour une prochaine fois. Parce que ça fait déjà longtemps. Ah si, vas-y, je le développe aujourd'hui. Je vous avais dit que j'en parlerai aujourd'hui. Moi, ça me fait kiffer cette idée-là. Alors, mon ouverture, j'ai dit, je la faisais. Donc, j'ai un super article de Ted Gioia. Je sais pas comment je prononce, mais Ted, puis plus loin, Gioia. Qui s'appelle, je me souviens plus le nom, The State of the Culture. Et en fait, il aborde un sujet assez intéressant. C'est que l'évolution de la culture au fil du temps, c'était que au début, dans la culture, au début la culture c'était l'art. Et en fait, au fil du temps, avec l'évolution de la société, c'est devenu le divertissement. Donc ça commence par arts. Ensuite, il y a un poisson qui mange l'art et c'est l'entertainment. Après le divertissement, ça a été la distraction. Donc ça a été toute la culture de la distraction. Et enfin, le dernier gros poisson, c'est l'addiction.
Voilà. Donc je vous laisse aller lire son article, il est vraiment cool. Tu as juste à taper State of Culture Ted Gioia sur internet et tu vas tout trouver. Et donc après ça parle forcément, évidemment, tu t'en doutes, de la dopamine culture. Voilà. Donc là on est moins lié boîte de prod, on est plus lié dev perso, etc. Mais c'est quand même lié pas mal à notre métier finalement, parce que les formats courts et tout, ça s'inscrit là-dedans, et que c'est plus une affaire culturelle et sociétale que c'est au-delà juste de vendre de la com, tu vois. Et en fait, il donne plusieurs exemples dans plein de domaines, avec trois périodes. Il y a la période slow traditional culture, la période fast modern culture et la période dopamine culture. Donc, les exemples. Je te laisse il y a un beau tableau bien fait, il explique tout le détail et tout, mais je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'après, ça c'est juste mon ouverture sur ma vision du Skimo lifestyle. En gros, c'est comment se réapproprier cette idée-là pour retourner vers un truc un peu plus slow traditional culture et sortir de la dopamine culture qui nous fucked up complètement tout le cerveau. Donc je rentre pas dans le détail, mais la dopamine, je pense que c'est devenu quand même bien mainstream, mais c'est une hormone qui est sécrétée quand tu prends du plaisir. Et Instagram te met des énormes shots de dopamine, par exemple. Du coup, tu deviens addict à cette dopamine et tu as la flemme de faire plein d'autres trucs pour méga simplifier. Si tu veux chercher un peu plus, je ne veux pas trop détailler là-dessus, c'est pas le but de cet épisode de parler de dopamine. Enfin, si, tout est lié à la dopamine, mais il y a tellement de mecs qui ont couvert ces sujets-là que j'ai pas envie de l'aborder moi, c'est déjà très bien fait ailleurs. Donc je te laisse aller te renseigner. Et donc, dans tous ces domaines où il aborde slow traditional culture, fast modern culture et dopamine culture, il donne les exemples que, par exemple, pour le sport. Donc à l'époque, on jouait au sport. Ensuite, on a regardé du sport. Et maintenant, on parie sur les sports. Donc, dans la culture de la dopamine, pour ressentir le plus de dopamine possible, tu paries sur du sport. Dans le journalisme, avant, il y avait les journaux papier. Ensuite, il y a eu le multimédia. Et aujourd'hui, c'est la culture du clickbait. Donc le clickbait, c'est faire des... c'est putaclic en français. Donc c'est faire des titres aguicheurs, des miniatures aguicheurs pour que les gens viennent voir. Et moins dans l'éducation, comme sur le newspaper. Enfin, genre juste raconter des nouvelles. Pour tout ce qui est vidéo, il y a l'époque des films et télé, ensuite l'époque de la vidéo, et aujourd'hui l'époque des Reels et short vidéo. La musique, on est passé des albums aux tracks, au TikTok. Les images, c'était, on allait en voir dans des galeries, ensuite sur notre téléphone, et maintenant on scrolle tellement pour aller plus vite. Communication, donc on écrivait des lettres écrites, ensuite on faisait des messages vocaux, des emails et des mémos, et puis aujourd'hui on fait des short textes. Et les relationships, les relationships, à l'époque on était en courtships au mariage, donc en couple ou en mariage. Ensuite il y a eu la liberté sexuelle, et aujourd'hui on swipe sur une app, donc c'est l'exemple avec Tinder. Voilà. Donc il part de ce constat-là. Et c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec lui sur le fait que donc cette dopamine, c'est quand même une addiction en fait. On cherche quand même globalement cette addiction. Je recherche ma note en même temps, c'est pour ça que je mets ma vie. Skid Rando Mindset. Cette addiction est arriver à je trouve que c'est sortir de ces addictions où on se sent le mieux. Enfin moi en tout cas, je me sens assez mal après avoir passé du temps sur Instagram. Je me sens complètement fogué, enfin genre dans un fog, genre dans de la brume, tu vois. Et en fait, pareil, pour la plupart des addictions, je me sens pas bien... c'est trop, quoi, tu vois. Et tu subis, et surtout après, t'as la flemme de faire les trucs importants, de bosser et tout. Pareil, je rentre toujours pas dans le détail de la dopamine, mais en gros, je pars de ce constat-là, tu vois. Et donc, je me suis dit, il y a un mindset dans lequel je me retrouve bien, c'est justement de ralentir un petit peu, et de quitter un peu tout ça. Tu vois, la semaine dernière, je te disais une citation qui m'avait bien plu, c'est if you are not weird, you live badly. Donc si t'es pas bizarre, c'est que tu vis mal. Parce que être normal aujourd'hui, c'est justement être complètement dans cette culture de la dopamine. Donc subir ces addictions, en gros. Parce que tous ces comportements-là de dopamine, c'est souvent des addictions, en fait. Parce que les mecs, leur objectif, eux, c'est de faire des thunes, tu vois. C'est un peu ça qui est mis dans l'article, c'est que les géants de la tech, leur objectif, c'est que toi, tu sois encore plus addict. Pour qu'eux fassent plus de thunes sur TikTok et tout. Pareil, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça a été déjà traité 50 000 fois. Je veux plus donner
une solution en tout cas pour être plus heureux et surtout moins subir et être plus acteur. Parce qu'en fait le problème de tout ça c'est qu'on n'est plus acteur. Tu vois quand tu joues au sport, quand tu joues à un sport, au tennis, au foot, t'es acteur. Et en fait quand tu paries, t'es plus acteur, genre tu subis le truc. Et pareil, quand tu regardes le foot, tu vois, tu ressens les émotions comme si tu les avais vécues, tu ressens la dopamine d'un but de l'équipe de France. Mais mec, c'est pas toi qui es sur le terrain. Pareil quand tu vas regarder des contenus courts, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un système, parce que je pense qu'il y a des systèmes qui peuvent être mis en place pour contrôler ces addictions, ces dépendances, et replacer la source de satisfaction en soi. Bon là, j'ai une note un peu plus écrite, j'avoue, celle-là, elle est un peu plus préparée, mais j'avais noté pour moi. Voilà. Et en fait, tout le raisonnement, c'est que pour moi, si t'es dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, t'es pas libre. Euh, ouais, voilà. J'ai pas besoin d'expliquer, mais genre un mec qui prend un café tous les matins et qui est en mode ah j'ai pas pris mon café, je peux pas vous parler. Pour moi, il est dépendant du café, il est pas libre. Et quand même un des buts dans la vie, à mes yeux, c'est d'être heureux et aussi d'être libre. Voilà, c'est pour ça que que j'ai mon entreprise. Donc cette idée, c'est d'avoir un mindset un peu plus slow. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le skimo mindset. Le skimo, c'est ski de rando en anglais. Donc le ski de rando, s'il y a des gens qui vont pas en montagne, ah oui, quand je dis que je fais du ski de 15h à 17h, c'est du ski de rando, je fais pas du ski de piste. Ski de rando, c'est tu montes à ski avec des pots de phoque sous les skis, tac tac tac, t'arrives au sommet et tu redescends en ski de piste normal, enfin genre en ski quoi. Mais tu montes à ski, tu montes pas avec des remontées mécaniques. C'est un peu aussi l'idée, je m'inspire pas mal des petits vieux pour cette logique-là. Voilà. Et c'est retourner un peu aux bases, un peu less is more, minimalisme, prendre du plaisir dans des choses moins dopaminergiques aussi, j'ai noté, et se recentrer sur soi. Pour en fait, dans l'idée, remonter le niveau basal de dopamine. Parce qu'en fait, ce que ça fait d'avoir toutes ces addictions, c'est un peu comme l'adaptation hédonique de l'humain, c'est qu'après, tu t'y habitues. C'est pareil pour toutes les addictions, mais bon, l'exemple, j'ai souvent avec la clope, c'est que au début, la clope, ça te procure du plaisir, et après, tu es plus dépendant en mode si je l'ai pas, je me sens mal. Et parce que ton niveau de base de dopamine, il augmente au début, enfin, ton niveau de base, il change de dopamine, ton niveau basal. Et donc, l'idée, là, c'est d'arriver à avoir un niveau basal de dopamine assez bas, tu vois, pour prendre du plaisir dans des choses simples et plus avoir besoin de prendre des méga shots de dopamine sur Instagram. Et j'ai trouvé donc une des définitions, il y a sur Wikipédia des super définitions de l'addiction, notamment sur les types de dépendance et le fait qu'elles viennent souvent de la consommation. Et en fait, ce qui j'ai remarqué, c'est que c'est plus dans nos habitudes de consommation et comment changer notre consommation des choses que ça permettra de bouger ces niveaux d'addiction. Vu que l'addiction provient de la consommation de quelque chose, finalement. Voilà. Donc l'idée, l'objectif avec ce mindset, ou ce lifestyle, c'est de changer nos habitudes de consommation pour plus être dépendant et retrouver notre liberté. Parce que quand je suis accro à Instagram, voilà, moi, enfin, tu vois, il y a plein les addictions, donc j'ai noté dans plusieurs domaines, et notamment Instagram, c'est une des addictions que j'ai le plus. Très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Je me sens pas libre en fait, parce que je me sens tout le temps, j'ai besoin de ma dose en fait d'Instagram pour me sentir bien. Et en fait, quand j'y vais, après, je me sens mal après, genre. Et ouais, voilà. Donc, comment l'appliquer dans la vie? J'ai noté plusieurs catégories. En fait, c'est les catégories où pour moi, je trouve qu'il y a de l'addiction. Voilà. Donc, les catégories, ça peut être la nourriture, la bouffe, le sport, la création. Donc la création d'un point de vue créateur de contenu. Ensuite, il y a la consommation de contenu, le shopping, l'alcool et les drogues, les relations et le sexe, la photo vidéo, parce qu'on rattache ça un peu quand même à notre domaine, le travail, et après je donne d'autres exemples, par exemple l'énergie, le confort, le design d'une maison, etc. Enfin, c'est pour vous montrer qu'en fait ça, c'est plus un état d'esprit, une vision que tu peux appliquer à plein de domaines et essayer de se dire, ok, comment je vis, quel système j'applique pour que globalement tout dans ma vie ne soit plus sous forme de l'addiction et ne dépende plus de tout ça. En fait, on en est arrivé là, je pense, par société de consommation. En fait, tout ce que je vais vous dire, je vous donne à chaque fois un exemple de qu'est-ce qui est le comportement d'une personne de la dopamine culture, vs une personne qui s'extrait un peu de ça, qui n'est pas contre, mais qui est en dehors. Voilà, parce que contre, c'est appuyer.
mais qui est en dehors de ça. Et souvent, en fait, c'est revenir à des trucs de base. En fait, moi, c'était rigolo pour la bouffe. On va commencer par la bouffe, c'est le premier truc que j'ai noté. C'est quand je questionnais mon grand-père, il m'expliquait que lui, son père, c'était comme ça qu'il vivait. Et je me dis, mais c'est ouf, moi, je veux revenir à ça. Et en fait, c'était parce qu'on a été un peu corrompu, j'ai envie de dire, par la société de consommation. Alors, je suis un entrepreneur, hein, je comprends la notion de faut faire de l'argent économiquement, etc. C'est ok, tu vois. Mais la surconsommation et la culture de la dopamine, je pense que ça, c'est néfaste, tu vois. Voilà. Ça fait, j'ai l'impression d'avoir un truc Maxi Obvious. Bref. Donc, par exemple, pour la bouffe, c'est aller manger dans des fast-foods, la nourriture transformée, les supermarchés, l'addiction au sucre, au chocolat, etc. Donc, ça, c'est un comportement d'une personne qui va être addicte et ou qui enfin voilà, qui se comporte normalement dans la société de consommation, qui va vite. En fait, le but de cette société-là, c'est d'aller vite et c'est une société de plaisir, tu vois, d'addiction, de plaisir, mais vraiment d'addiction. Et en fait, l'opposé à ça, c'est aller faire le marché, acheter aux producteurs locaux, élever des poules, cultiver son jardin, ses légumes, manger des fruits et des aliments de la terre. Voilà. Du coup, s'il y a déjà du monde qui fait attention à la bouffe, ça peut peut-être vous paraître évident, mais pourtant, la majorité des gens, ils vont pas faire le marché, tu vois. Ils vont pas acheter aux producteurs locaux et ils font pas leur jardin. Pourquoi tu fais pas ton jardin? Ah, ça prend du temps. Ah, j'ai la flemme. Ouais, mais tu fais quoi à la place, tu vois? Ah ouais, mais je passe 5 heures par jour sur Instagram. Est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux passer 1 heure à faire son jardin, tu vois? Je dis pas qu'il faut le faire, je le fais pas, hein, j'ai pas de jardin. Voilà, je pose juste cette idée-là. J'ai juste essayé à chaque fois de tirer les trucs. Moi, le premier, je vais au supermarché, tu vois, mais en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais faire évoluer mon fonctionnement pour justement plus avoir les addictions. Et alors, la deuxième catégorie que j'ai notée, c'est dans le sport. Pourquoi j'appelle ça le ski de rando mindset ou le skimo mindset? Parce que donc moi, j'ai fait du ski en club toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans. Et quand je vais skier avec mon frère aujourd'hui, donc on skie quasi qu'en rando, hein. Mais il y a 2-3 ans, on skiait encore en piste. Et souvent, c'est quand même, on prend le télésiège, on descend. On se met que des hauts bas toute la journée. On monte, on monte, on descend. Et on ponce la station. Et vraiment, j'avais cette sensation où, en fait, on a tellement fait de ski que s'il n'y a pas de la puff, on n'y va pas. Parce que skier sur la piste dans une station que je connais, bon, c'est cool, mais je l'ai tellement fait que ça m'apporte moins de choses. Et j'avais l'impression de surconsommer un peu la montagne. Parce que j'étais là, bim, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu surconsommes et tu profites pas. Enfin, si, tu profites, mais plus dans en faire beaucoup et faire des journées où il y a beaucoup de puff et tout, tu vois. Et en fait, on s'est mis à faire du ski de rando. Et au lieu de. Le ski de rando, au début, la plupart des gens ils disent oh, mais trop chiant, tu fais 4 heures de ski pour une descente. Mais en fait, quand je me suis mis à faire du ski de rando, la démarche a été complètement différente. C'était pas en mode je veux faire le plus de descente, poncer la montagne. J'étais là, je veux juste sur chaque virage, je profite de chaque virage, je ressens la glisse sous les pieds. Ça fait vraiment mec très perché, mais c'est réel, tu vois, t'es plus dans le moment présent, t'es plus dans ce truc où tu vis le moment et tu surconsommes moins, au final. Voilà. Donc je rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a tellement de domaines que je veux pas trop m'attarder là-dessus, plus survoler chacun des trucs. Si jamais il y a un domaine que vous avez envie que je pousse, mais peut-être notamment je pousserai les trucs un peu plus création et vidéo, je pourrais le faire dans des vidéos YouTube. En fait, j'aimerais bien développer ce sujet-là dans une grosse vidéo, ça pourrait être stylé en vrai. Parce que, je sais pas, je trouve que j'ai trouvé un truc, j'ai entendu personne parler de ça. Voilà. Dans le sport, un dernier truc que j'ai noté, c'est par exemple l'idée que tu vas à la salle pousser pour pousser, tu vois, genre tu vas t'enfermer tous les soirs, tu pousses parce que tu veux avoir une meilleure image, etc. À l'inverse d'un athlète hybride où son objectif c'est d'avoir un corps utile. Tu vas à la salle de muscu, mais c'est plus pour pouvoir être plus performant dans tes autres sports et pouvoir, je sais pas, faire des handstands, te sentir bien dans ton sport. Mais c'est pas parce que t'es musclé que t'es un mauvais coureur et que t'es hyper essoufflé après avoir monté 3 marches. Voilà, ce côté un peu plus hybride et corps utile. Je dis ça, je suis pas stock du tout, je vais pas à la salle. Hein, donc il n'y a aucun jugement en fait dans tous ces avis, c'est plus un constat et des comparaisons. Je développe pas assez pour pouvoir. J'ai peut-être beaucoup de limites à mon raisonnement, tu vois, mais voilà. Je pense que ça peut vous apporter déjà quelque chose. Et je me justifie beaucoup. Donc dans la création de contenu aussi, il y a ce côté-là, avec par exemple les trends un post par jour, déléguer un maximum, sortir le plus de contenu possible, viser la productivité,
suivre les modes et par exemple mettre des effets. Voilà. Et à l'inverse, c'est par exemple ne pas déléguer ce qu'on aime, même si on est moins productif. Donc j'ai vu ça dans une vidéo de Matt Davella, qui justement avait monté une grosse équipe, etc. Et là, il a viré tout le monde, entre guillemets, enfin, il s'est débarrassé de tout le monde et il a repris à zéro. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que lui, ce qu'il aimait, c'était faire le processus de A à Z. Il aimait monter ses vidéos. Et en fait, il s'est mis à prendre des monteurs, parce que tout le monde avait des monteurs, pour sortir plus de vidéos. Et au final, il passait plus de temps à gérer des équipes. Tiens, ça retourne avec notre truc de solopreneur vs boîte de prod. Et ce qu'il voulait vraiment faire, lui, c'était créer, tu vois. C'était écrire ses vidéos, monter ses vidéos, parler à la caméra. Et au final, il se retrouvait à juste parler à la caméra et il trouvait qu'il manquait, il trouvait que les vidéos étaient moins bien. Alors certes, il est moins productif, il sort moins de trucs, mais il est plus dans une partie création d'un point de vue artistique que vraiment commercial, tu vois. Pareil pour, je sais pas, se mettre des dates de sortie un peu plus honnêtes et arrêter de se mettre un post par jour, des trucs hyper... Un post par jour, c'est bien pour prendre de l'XP, ça je suis complètement d'accord. Au début, tu es obligé si tu veux devenir bon rapidement, mais à un moment donné, si tu veux faire des trucs quali, tu es obligé de prendre le temps. Voilà. Et se mettre des deadlines honnêtes, c'est mieux que de se mettre des deadlines par contre beaucoup trop serrés. Par contre, voilà, tu es obligé d'avoir des deadlines, sinon tu finis jamais ton projet. Et à la place des effets, par exemple en montage vidéo, j'ai noté se concentrer sur l'essentiel, ce qui est l'histoire, pas d'artifice. Et ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup dans les projets. J'aimais jamais d'effets en montage, j'aime pas ça. J'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, je crois en plus. Et je trouve que ce qui compte le plus, c'est se concentrer sur l'essentiel. Voilà. En fait, l'idée aussi derrière tout ça, c'est que la plupart des trucs qui sont mauvais, entre guillemets, hein, si on voit le truc en mode bien mal, tu vois, c'est pas hyper comme ça, mais je l'ai fait comme ça pour simplifier la logique du truc. C'est que... oh putain, j'ai perdu mon idée. Ah oui, en fait, c'est que faut se concentrer. Les trucs qui sont là depuis longtemps, qui sont antifragiles, ils vont probablement être là pendant encore super longtemps, et vaut mieux se concentrer sur ces trucs-là que se concentrer sur les trucs à la mode, sur les trucs trend, etc. Parce que c'est ça qui, à long terme, va te faire fonctionner. Et donc, si on prend l'exemple de mettre des effets ou suivre les trends, à l'inverse de ça, c'est raconter des histoires, parce que, je crois que j'en parlais la semaine dernière, mais en gros, pour faire simple, les histoires, on en raconte depuis que on est des hommes préhistoriques. Donc ça continue à rester et ça permettra toujours de communiquer efficacement. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Story First. Parce que c'est l'histoire qui compte. Et les effets, les trends, etc., ça s'arrête dans le temps. Tu vois, je sais pas, il y a 5 ans, on faisait des b-rolls. Enfin, c'était pendant le Covid, donc c'était il y a 4 ans. Bah, maintenant, c'est pas cette date et ça fait cheap de faire un b-roll parce qu'on en a déjà vu plein. Maintenant, ce qui compte, c'est raconter des histoires, faire des documentaires. Bah, à l'époque, c'était sous format oral, tu vois, on racontait. Après, il y a eu des livres. Après, il y a eu, je sais pas, la radio. Après, il y a eu des films. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Tu peux quand même raconter des histoires sur les réseaux. Et en fait, le média a changé, mais le fond n'a pas changé. Et la structure d'une histoire, etc., c'est toujours la même. Quand on fait l'analyse tu fais l'analyse d'un conte, genre du petit chaperon rouge, c'est la même structure d'histoire que un Marvel, tu vois, par exemple. Voilà. Donc c'est se concentrer à chaque fois sur les trucs antifragiles. Et c'est pareil, manger des aliments de la terre, manger des aliments que les hommes préhistoriques mangeaient, plutôt que des fast-food, la nourriture transformée, manger du supermarché, trop de sucre et trop de chocolat. Mais c'est se reconcentrer aussi sur ce que faisait. J'aime bien cette mentalité. En fait, ça pourrait être plus le mindset homme préhistorique. Mais je sais pas, ski de rando, ça me fait marrer aussi. Pareil pour le sport, tu vois, avoir un corps utile et pas avoir un corps pour faire le mec, tu vois, dans l'idée. Et dans la création, un peu la même chose, se concentrer sur ce qui marche depuis des années, c'est-à-dire pas ce qui est à la mode. Ensuite, dans la consommation de contenu, bon là c'est pareil, ça va être short content, Netflix, Spotify, YouTube, musique dopaminergique, en gros tout ce qui est consommation digitale que j'ai mis dans la case culture de la dopamine, et à l'inverse, tout ce qui est format long, podcast, cinéma, festival, concert, lire des livres et musique plus classique, acoustique. Voilà. Et le fait de s'ennuyer aussi, j'ai noté dans la consommation de contenu. En gros, l'idée là, c'est soit tu es dans la surconsommation de contenu et tu l'oublies, VS aussi s'imprégner en écrivant, par exemple. Alors pourquoi j'ai écrit ça ? C'est que j'ai aussi remarqué que quand tu consommes trop de contenu, genre quand je regarde, je sais pas, 10 vidéos sur YouTube dans une journée,
Je me souviens jamais des trois quarts des trucs. Et c'était plus pour le plaisir, même si quand c'est des vidéos où je veux apprendre des choses, tu vois, je regarde des vidéos de filmmakers, de ricains qui m'apprennent des techniques de ouf. En fait, j'oublie tout. Et il y a aussi changé sa manière de consommer, voilà. De consommer du contenu. Et pourquoi donc dans la musique, j'ai mis une musique moins dopaminergique. Ça, je l'ai remarqué par exemple, si j'écoute de la techno, ça me prend beaucoup de place dans la tête, je réfléchis pas. Mais du coup, ça me change mon niveau basal de dopamine et la musique impacte mon niveau de dopamine. Voilà. Donc là, ça devient vraiment hardcore, tu vois. Mais ensuite, lire des livres aussi, ça a quand même, tu t'imprègnes différemment de l'information par rapport à regarder une vidéo et t'es beaucoup mieux, t'es beaucoup plus dedans, je trouve. Voilà. Et ensuite, format long, pareil, aller voir un film au cinéma ou en festival, c'est pas du tout la même démarche que d'aller le voir sur Netflix. Voilà, dans l'idée. Bon, c'est toujours la même logique. Ensuite, j'ai noté, par exemple, pour le shopping, tout ce qui va être fast fashion vs minimalisme. Donc, au lieu d'acheter du Shein 50 000 pièces, plein de paires de chaussures, etc., t'achètes quelques belles pièces haut de gamme, tu les payes plus cher, mais elles te tiennent plus longtemps. Au lieu d'acheter une paire de chaussures par an, bon, peut-être une paire de chaussures, c'est pas le bon exemple, mais au lieu d'acheter je sais pas, un trench tous les ans parce qu'après tu le défonces rapidement, t'en achètes un qui va te coûter 5 fois plus cher, mais tu vas le garder au moins 5 ans, voire plus. Voilà. Alors, alcool, drogue, bon, bah pareil, alcool mondain, cigarette daily, vs boire quand t'as quelque chose à fêter, être bien avec toi-même pour ne pas avoir besoin de fuir dans la drogue et l'alcool. Voilà, relationships, donc ça va être Instagram, Snap, Biril, Tinder, YouPorn, H24 avec du monde, versus la vraie vie et passer du temps seul. Donc ça rejoint un peu l'idée de s'ennuyer aussi vs consommation de contenu, parce que c'est pas juste changer nos sources de consommation de contenu, c'est aussi qu'on en a trop, qu'on consomme trop, et que arriver à passer du temps seul et arriver à s'ennuyer, c'est aussi une force, et c'est revenir un peu à cet état un peu préhistorique. Par exemple, quand tu vas faire ta sortie de ski de rando, pour rester dans ce ski de rando lifestyle, bah tu mets pas de musique en fait, t'es juste toi avec toi-même, tu laisses tes pensées s'évader, et si tu veux être créatif, parce qu'on est quand même dans un domaine, dans ce podcast on va parler un peu de création, c'est notre métier en tant que réalisateur, bah c'est souvent dans l'ennui que t'as les meilleures idées, tu vois, c'est sous la douche, c'est quand tu te balades, quand tu fais un truc comme ça. Et donc arriver à s'ennuyer, arriver à être seul, à passer du temps seul, c'est aussi montrer que tu te sens bien avec toi-même et que t'es pas dépendant. Voilà. Parce qu'arriver à passer du temps tout seul, vs être H24 avec du monde, que j'ai mis dans la même catégorie relationships, et ben c'est aussi une force que t'es pas dépendant et t'arrives à te sentir bien avec toi-même. Voilà. En photo vidéo, tiens, j'ai noté, shooter en numérique avec l'autofocus et faire du RAW, vs shooter en argentique avec des optiques ciné, donc en manuel, et du JPEG. Voilà, donc c'est aussi ce truc où, bah avec le numérique, l'avantage qu'on a de ouf, c'est qu'on peut, on profite d'outils comme l'autofocus, etc., mais qui des fois bah, sont moins, c'est pas le même plaisir que tu prends en shooter, ça te paraît moins organique, je trouve. Je sais pas, moi je prends un plaisir de ouf à shooter avec des optiques ciné, par exemple. J'ai l'autofocus, mais j'ai des optiques ciné où je suis en full manuel et je prends un plaisir de dingue avec ça. Parce que j'ai l'impression de vraiment contrôler et de revenir à la base du truc. Et j'ai l'impression voilà, de bosser un peu. Tu vois, t'as aussi ce truc de mettre des filtres de diffusion, genre en gros mist sur un, genre un boîtier Sony avec une optique méga sharp pour donner un style un peu. Je trouve ça dégueulasse, tu vois. Je préfère grave le rendu d'une bonne optique ciné. Je trouve que tu vois vraiment la différence parce que c'est pas du tout la même diffusion, la lumière ne rentre pas pareil, etc. Et pareil, donc l'argentique, j'avoue, j'ai du mal à m'y mettre parce que le process de développement me casse les couilles. Par contre, je me suis mis à shooter plus du JPEG avec mon X106 vs du RAW pour justement être plus focus sur l'image plus que le post-traitement derrière, bricoler, etc. Voilà. Bon, ça comme tu as pu le voir, ça s'adapte à plein de trucs. J'ai noté aussi dans le travail, mais dans le travail, je suis mitigé parce que le but du travail, c'est quand même la productivité. Mais est-ce que la productivité passe avant la passion et le plaisir, ou alors juste ouais, ou alors est-ce que c'est plus faire un versus taf subi versus taf choisi, ou est-ce qu'il y a aussi axé sur workaholic, enfin tu sais les mecs qui sont accros au travail qui finissent en burn-out, vs doser le travail et bosser dans un domaine qui nous plaît, ou bien être salarié vs entrepreneur mais par choix, tu vois, genre t'as fait le choix d'être salarié ou t'as fait le choix d'être entrepreneur, mais tu dépends pas de ces trucs là, t'es pas dépendant
de la situation dans laquelle tu l'as vraiment choisi. Voilà. C'est pour ça que j'ai noté que là-dessus, je sais pas trop. J'ai pas vraiment d'avis, c'est plus pour vous faire réfléchir là-dessus. Mais que dans tous les cas, je pense que le plus important, c'est que ce soit choisi. Et je pense que c'est pas si négatif d'être salarié. Tu vois, moi je suis entrepreneur, mais je pense qu'il y a des gens qui sont bien mieux dans le salariat et qui supporteraient pas d'être à leur compte. Et c'est ok à partir du moment où tu l'as choisi. Et donc c'est plus ça entre être dépendant, dopamine, culture. C'est est-ce que tu as choisi ce que tu fais au quotidien et c'est sur quoi tu travailles, ou est-ce que tu le fais parce que t'as pas vraiment le choix, t'es dépendant de ça, etc. Voilà, après, t'as pas vraiment le choix. En effet, si j'ai plus de thunes et qu'il faut que j'aille juste survivre, je vais peut-être aller bosser à BK et je serai salarié et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de problème à ça, hein, mais plus ça en vision long terme. Pareil, hein, pour la plupart des trucs, je pourrais me dire, ouais, quoi que ça dépend, en vrai, c'est pas tellement vrai, ça pourrait être en mode choix de riche, tu vois, par exemple pour la bouffe, mais j'y crois pas parce que faire ses courses au marché, ça coûte moins cher que d'acheter des donettes et manger en dessert du fromage blanc avec des fruits. Fromage blanc 0%, ça te coûte moins cher que d'acheter des danettes. Tu vois, vous mangez des gnocchis, ou manger des chips au bord du coca, ou d'aller au McDo et tout. Donc la question de c'est un truc de privilégié. Pareil pour les fringues, en fait, ça revient au même. Je trouve que, ouais, je sais pas. C'est pas une question de thunes, et justement, les gens se cachent beaucoup derrière ça, parce qu'ils surconsomment, et du coup, ils veulent beaucoup, tu vois. Ou pareil, Netflix, ah ouais, mais Netflix, c'est mieux, je peux regarder plein de trucs. Mais est-ce que t'as vraiment besoin de regarder autant de films? Et est-ce qu'il vaut mieux pas contrôler ta consommation en allant en salle peut-être une fois par semaine ou je sais pas, quelques fois par mois, tu prends un abonnement au cinéma, ça te coûtera peut-être à peine plus cher que Netflix, mais c'est quand même une autre expérience. Et c'est juste un changement de sa consommation en fait, de plus être dans la surconsommation et de doser quoi. Enfin, de doser. Voilà, ensuite j'ai noté pour l'énergie, par exemple, c'est prendre un café pour se réveiller le matin et prendre des médocs pour se coucher le soir. VS, la lumière du jour, du coup les hormones que ça dégage, marcher le matin, optimiser ses rythmes circadiens, donc ça j'en ai parlé un peu dans l'épisode de la semaine dernière. Et il y a des très bonnes vidéos là-dessus sur YouTube sur le rythme circadien. Donc c'est comment optimiser son énergie de manière naturelle et être fatigué le soir à l'heure de se coucher et être réveillé le matin. Donc par exemple en prenant le soleil les premières heures de la journée quand tu te lèves, enfin directement quand tu te lèves, et par exemple marcher au coucher du soleil, baisser ta lumière le soir, se mettre dans un environnement plus calme, couper les écrans, lire un livre, truc un peu classique. Mais comme je ne sais pas du tout qui écoute ce podcast, je ne sais pas si vous avez les connaissances de ce sujet-là ou pas. Donc voilà, je vous donne quelques pistes. Et le dernier truc un peu plus hardcore, j'ai noté dans le confort. Donc le lit, la douche chaude, rester assis, vs dormir par terre, prendre des bains froids et être en mouvement. Voilà, c'est un peu plus hardcore, mais j'ai remarqué qu'il y a même beaucoup de bienfaits à tout ça, notamment sur les hormones, genre en testo, en énergie, en envie, en beaucoup moins de flemme, et parce que quand tu fais des trucs durs, t'as beaucoup moins de mal à faire d'autres trucs durs, enfin ça te paraît plus facile. Dans le même style que l'adaptation hédonique en fait. Tu t'adaptes à ça, à dormir par terre, à prendre des bains froids, et j'ai noté être en mouvement aussi au lieu d'être assis. Donc voilà. Alors c'était assez dense, je sais pas si j'ai été méga clair, mais je pense qu'il y a pas mal de leçons à tirer de ça. Et c'est plus un état d'esprit global que, je sais pas, une liste de règles, tu vois. C'est plus comment t'abordes chaque chose. Parce que, bah voilà, moi le premier, je mets des grosses doses de travail et je suis pas du tout une balance dans le travail. Et je trouve que ça me convient mieux. Je shoot en numérique et à l'autofocus. Mais j'aime bien les optiques ciné. Parce que c'est plus pratique comme ça. Je suis accro à Instagram aussi le premier, et c'est pour ça que je l'ai quasiment jamais sur mon téléphone, parce que je sais que je n'arrive pas à m'en passer. Et après, c'est ce que je disais, par contre, c'est que bah voilà, j'ai réussi, je pense, quand même, par exemple, la bouffe, pas du tout ce truc-là de... Enfin, un fast-food, ça me procure pas du tout plus de plaisir que de manger bien chez moi. Au contraire, parce que je sais que je suis plus fatigué après, et comme l'énergie, c'est quand même un gros truc, parce que je suis tout le temps, enfin je suis beaucoup fatigué, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse à tout ça, tu vois, c'est pour optimiser tout ça, parce que je me sens, je sens que ça baisse mon énergie, je suis moins efficace au travail, je me sens moins bien en fait après, tu vois. Voilà, c'est aussi pour ça, c'est pour se sentir mieux. Après, pareil dans la création, je pense que je suis sorti un petit peu de la surproductivité quand c'est pas du travail. Quand c'est du travail pour les clients, bien sûr que j'essaye d'être productif. Quand c'est des trucs un peu plus créatifs, etc., c'est une autre démarche. Et dans la consommation de contenu, c'est vrai que ça fait quand même quelques mois que je regarde très très peu de trucs en ligne et que je consomme énormément de podcasts, de formats longs. Quand je suis sur YouTube, c'est quand même plus pour du format long. Je regarde aussi pas mal de docus,
depuis plus d'1 an maintenant. Et j'essaye, dès que je peux, d'aller au cinéma et en festival. Voilà. Enfin, en festival, aller en salle, quoi. Et ça, franchement, ça change vraiment la vie. Shopping, c'est pareil, j'achète très peu en mode fast fashion. J'achète très peu de fringues tout court, j'ai pas du tout l'addiction à ça. Mais c'est une vraie addiction, d'ailleurs. Alcool, drogue, c'est pareil, ça, je bois plus. Y a pas de souci. Enfin, je bois plus du tout, quoi. Enfin, de temps en temps, mais quand j'ai quelque chose à fêter, c'est ce que j'ai noté. Avoir une bonne raison de le faire. Et puis voilà, après je vais pas m'étaler sur le reste. Je sais pas trop comment appeler ce truc là, mais j'aime bien skimo mindset, ski de rando mindset. Parce que moi ça part de là, ça part vraiment de ce constat que j'en avais marre de surconsommer les pistes de ski et que je prends finalement autant voire plus de plaisir dans faire un effort physique, mériter ma descente et profiter de chaque courbe, de chaque des sensations sous le pied à chaque fois. Et ouais, au final, je suis pas sûr que ça paraît peut-être être un peu bobo, genre qui a le temps, qui peut faire des trucs, mais quand tu vois le temps qu'on passe sur Instagram, sur Netflix, le soir, à rien foutre, est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas passer un peu plus de temps à aller faire son marché, aller peut-être faire son jardin, à, je sais pas moi, à créer plus, à aller en salle pour voir des images et au lieu d'être sur Instagram, de voir les gens dans la vraie vie. Tu vois, d'aller boire des coups avec des potes, aller appeler des potes au lieu de passer du temps à consommer Instagram et d'avoir l'impression d'avoir une vie sociale. Parce que c'est ça aussi en fait, c'est que tu substitues par d'autres trucs parce que c'est plus addictif et que tu prends plus de shots de dopamine avec ça. Et donc quand t'es avec tes potes, t'es blasé, t'es en mode ouais, je me fais chier, mais parce que en fait ton niveau de base de dopamine, genre relationships, il est méga haut à cause d'Instagram. Donc du coup, dans la vraie vie, tu prends beaucoup moins de plaisir. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce deuxième épisode de Story First. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai mis plus d'énergie que de passion. En tout cas, j'ai un peu l'impression. Ça m'a bien pompé mon énergie à moi. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser une note. Voilà, ça me ferait trop plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, que ce soit en commentaire ou bien en DM sur Instagram à Clément-Armand. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir pareil me les poser en commentaire ou bien en message privé sur Instagram. J'y répondrai dans un prochain épisode. Voilà, pour l'instant, ces épisodes sont pas publics, mais si jamais un jour ça commence à marcher ou que je sais pas, qu'il y a un miracle, non mais parce qu'il n'y a pas de stratégie d'acquisition sur du podcast, donc je sais pertinemment que c'est pas du tout dans une strate de développement. Voilà. Merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je sais pas encore de quoi on va parler, mais je serai avec chez Cellofat, ça va être cool. Donc j'essaierai, normalement l'épisode prochain je le ferai dimanche ou lundi. Vous avez vu, je l'ai fait plus tôt. Je vais essayer quand même de mettre une frappe où je les enregistre, je les sors à chaque fois hyper régulièrement. Je pense que ça peut être hyper bénéfique quand même. À long terme, tu vois, de se dire tous les dimanches soirs ou tous les lundis soirs. Je pense que ce sera plus tous les lundis soirs qu'il y aura un nouvel épisode. Merci pour ton écoute et puis à la semaine prochaine. C'était Clément pour Story First. Salut.